conjointement avec Maître Hélène Kinda Yohari, avocat de Barreau Congo Central. Conjointement, Maître Tarsis Matondo, avocat Barreau de Kinshasa Matite. Conjointement avec Maître Igweti Mugeni, avocat de même Barreau. Vous avez fini les comparutions? Maître, est-ce que nous pouvons avoir les procurations nécessaires pour présenter une personne morale? Les partis prévenus, voudrez-vous jeter un coup d'œil à ces exploits? Honorable. Oui, vous avez la parole, Maître Nyabirungu. Honorable Président, honorable membre de la Cour constitutionnelle, j'entends parler d'intervention dans cette procédure. Nous devons absolument donner notre point de vue à ce sujet au regard d'abord de la nature du procès, procès pénal, et ensuite au regard même des dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle à son article 107, 106. Je me permets de le lire. La constitution des partis civils n'est pas recevable devant la Cour. De même, la Cour ne peut statuer... S'il vous plaît, silence dans la salle. On ne fait pas de consultation à la barre. De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages aux intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes. L'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires. Cette tentative d'intervention, qui n'a pas de fondement légal dans notre code de procédure pénale et qui est totalement, expressément exclue par la loi régissant votre cour, nous demandons que vous puissiez la rejeter formellement, parce qu'il n'est pas question que par de subterfuge, par de la ruse, on parvienne à récupérer ce que la loi a interdit. Je vous remercie. Merci, Maître Nyabirungu. Maître Onyemba. Honorable Président, nous allons compléter cet argumentaire de Maître Nyabirungu, qui ne veut rien d'autre qu'en fait faire un virement frauduleux de l'esprit de la loi. Vous avez vous-même sous votre yeux, Monsieur le Président, honorable de la Cour, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette loi qui donne sens au fonctionnement de la Cour a interdit fondamentalement la constitution des partis civils. Il y a lieu donc de faire remarquer que cette intervention volontaire n'est qu'une autre forme de constitution des partis civils. Et donc la conséquence en droit est la même. Pour la bonne administration de la justice, pour le respect de lois qui nous régissent comme État, vous allez devoir rejeter formellement cette constitution des partis civils voilée au travers de ce qu'eux appellent l'intervention volontaire, et vous allez faire droit. Nous avons dit. Merci. Abondamment, Monsieur le Président. Un nouvel argument. Monsieur de la Cour. Oui, parce que nous avons déjà saisi. Vous nous aviez passé la procuration spéciale signée de la main du ministre de la Justice et remise aux avocats
qui venaient précédemment de faire acter leur intervention volontaire. En lisant cette procuration spéciale, nous nous rendons compte qu'elle n'est soutenue d'aucune disposition légale. Aucune. Nous voulons que la Cour constitutionnelle fasse application de la loi. Rien que la loi. Pour un procès équitable en matière pénale devant la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de constitution des parties civiles. Et venir en intervention volontaire, nous nous demandons, c'est sur quelle base légale, c'est sur quelle disposition que nos amis tirent cette initiative. Il vous plaira donc de leur faire savoir que dans la pratique, lorsqu'il y a intervention volontaire, c'est pour sécuriser les intérêts civils. Et que de ce fait, la loi organique s'est prononcée sur cette question. Ils devront attendre que votre cour puisse juger. Et une fois que les prévenus seront condamnés, c'est alors qu'il s'offre à eux la procédure par laquelle ils peuvent réclamer ce qu'ils veulent. Monsieur le Président, Monsieur et Madame de la Cour, les avocats du premier cité ont parlé. Oui, Monsieur Kikebi, oui. Sur cette question d'intervention volontaire. En effet, Monsieur le Président, je vous donne les dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale. Cette disposition énumère les personnes qui doivent figurer dans un procès pénal. Il s'agit du prévenu, il s'agit du ministère public, il y a la partie civile civilement responsable, il y a les témoins et les renseignants. L'initiateur n'a pas, n'est-ce pas, ajouté une autre partie, intervenante volontaire soit-elle, que vos intérêts soient bousculés ou pas. L'initiateur s'est limité à ce niveau-là. Par conséquent, Monsieur le Président, par quelle procédure doit-on venir pour soutenir une quelconque intervention volontaire? Au-delà du fait que l'article 106 de la loi organique portant organisation fonctionnement de la Cour constitutionnelle prohibe de manière hermétique la présence de la partie civile, il en est de même de l'intervenant volontaire. Si elle estime être lésée dans ses droits, in fine de cet article, on donne la solution. C'est d'attendre en cas de condamnation pour aller saisir les juges compétents pour la réparation. Mais à ce sujet, votre honneur, la jurisprudence de la Cour de cassation est claire. Ici, nous sommes dans l'affaire sous RPR 073, rendu le 25 août 2014. Cette affaire avait opposé la société Panesa contre le ministère public. Voici la position de la Cour de cassation. S'agissant des intervenants volontaires, la Cour suprême de justice note que monsieur et madame Chokomba Laloto, Freddy Bompanza et consorts ont introduit des requêtes en intervention volontaire que dans la demande de réouverture des débats introduite le 19 novembre 2015, leurs avocats soutiennent qu'il y a encore au-delà des intervenants volontaires ici présents, plus de 300 autres qui ont déjà déposé des requêtes auprès du cabinet Mukendi et Banza. Elle relève que le Code de procédure pénale n'a pas prévu cette forme d'intervention qui n'est envisageable qu'en matière civile où l'intervention est une demande incidente par laquelle un tiers entre dans un procès déjà engagé. Dans le cas d'espèce, votre honneur, vous serez d'accord avec nous que l'intervention volontaire n'est pas organisée en droit pénal congolais. Monsieur le Président, nous n'allons pas nous limiter là. Sous RP 2277, et dans cet arrêt, votre honneur, il s'agit de M. Mukendi, qui n'était pas parti devant les premières instances. Mais il s'est fait qu'il avait été déjà condamné, le parti était déjà condamné, mais lui avait intérêt dans ce procès. Il va relever le pourvoi en cassation. Mukendi, ici, dans les cas d'espèce, je sais que la République viendra vous dire évoquer cette jurisprudence.
Moukendissi est demandeur en cassation. Parce que par intervention volontaire, on sous-entend que vous n'avez pas été appelé dans une instance qui est pendante. Mais ici, Moukendi vient faire le pourvoi en cassation. Il est demandeur en cassation. La Cour analyse. La Cour constate que normalement ne peut faire le pourvoi en cassation qu'une partie qui a été opposée, qui a été condamnée. Et donc, ici, la Cour n'a jamais confirmé l'intervention volontaire. C'est une interprétation biaisée qui sera développée tout à l'heure. Monsieur le Président, vous avez la position ici, soutenue par Maître Chebele. Nous sommes dans la revue du barreau numéro 07/2015. Il commente la note d'observation soutenue par le bâtonnier national Mataï Wamba. Et il conclut clairement en évoquant d'abord un arrêt sous RPA 121 du 13 décembre 1986. Par son arrêt sous RPA 121 du 23 décembre 1986, dans la cause opposant Kitaba et Ndungu contre le ministère public et Succession Mouini, la Cour suprême de justice a jugé que l'action en intervention volontaire n'est pas organisée en droit des procédures pénales. La demande en dommages et intérêts par un intervenant à l'occasion des procès pénals mis par le ministère public pour action téméraire vexatoire sera rejetée. Monsieur le Président, très distingué membre de la composition, Monsieur le Procureur général, devant les évidences, point d'argument. Je vous remercie. Oui, maître. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous nous accordez, honoré membre de la composition. Nous revenons sur les mêmes argumentaires. Si c'est les mêmes arguments, vous voudrez bien passer la parole à ce qui est un argument nouveau. Un nouvel élément, votre honneur, oui. Tout en épousant d'abord la brillante plaidoirie de mon estimé confrère. Oui. Je voudrais relever le fait que la doctrine savante, constante et unanime sur cette question, enseignée par Antoine Rubens dans son ouvrage « Les droits judiciaires congolais, tome 3, Instruction criminelle et la procédure pénale ». Je suis à la page 41. Antoine Rubens enseigne ceci, dans la section relative au champ d'application du droit des procédures pénales. Il dit « Le droit procédural pénal, ayant d'autre part pour mission de garantir les droits du justiciable, aucune interprétation ne peut être admise qui entamerait les droits de la défense ou ajouterait quelque rigueur à l'égard de l'inculpé. En cas de doute, la loi doit être retenue dans le sens le plus favorable à l'inculpé, au prévenu, au condamné. » Nous voulons dire, honorable président, que l'article 74 du Code de procédure pénale, ayant clairement listé les parties devant figurer au procès pénal, toute interprétation tendant à lister une partie qui n'est pas reprise dans cette disposition violerait la loi et entamerait gravement le droit de la défense que nous sécurisons et que votre cour est tenu de protéger. Votre honneur, au regard de cette doctrine aussi savante et constante, vous allez tout simplement demander aux estimés confrères qui ont pris la parole pour la République de vider la barre et de nous laisser évoluer tranquillement avec votre cour. J'ai dit votre honneur sous réserve d'un complément par mon estimé confrère. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très distingué membre de la Haute Cour. J'ai un élément de plus contre cette espèce de forcing juridique que voudrait tenter la République devant votre Haute Cour. Mon élément consistera à solliciter de votre Cour que la République ne chemine même pas avec nous. On n'attendra pas une décision finale pour dire que l'intervention volontaire est irrécevable. Non. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, lorsque vous prenez l'esprit de l'article 106 de la loi portant fonctionnement et organisation
de votre cours, vous constaterez que ce que le législateur a refusé, c'est la constitution même des partis civils. Le législateur n'a pas dit que l'action civile est irrécevable. Non, il s'oppose déjà à la Constitution. Or, ce qui est basique, c'est quoi? C'est que ne peut se greffer à une action publique en cours qu'une action civile. Seule l'action civile peut se greffer à une action publique en cours. Le législateur dit que, en ce qui concerne l'action civile, je suis au dernier alinéa, l'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt définitif. Donc, si nous maintenons la République ici, en attendant cet arrêt-là, on serait en train de violer la loi. Parce que dans l'esprit de cette loi, elle n'a même pas le droit de figurer ici. Elle ne peut pas cheminer avec nous. Et ceci dit, Monsieur le Président, distingués membres de la Haute Cour, vous n'aurez aucune peine à demander à la République de se retirer tout simplement. J'ai dit, Monsieur le Président. Alors on peut passer la parole au Conseil de la partie Robler sur cette question d'intervention volontaire. Sur cette question, en revenant sur de nouveaux arguments, parce que tout ce que vous dites, la Cour retient. Alors, une répétition des mêmes arguments peut devenir ennuyeuse. Alors, allez sur les arguments. Oui. Oui, monsieur peut s'asseoir à un moment, mais quel interprète continue à lui expliquer même quand il est assis. Merci, Monsieur le Président, de la parole. Pour le compte de Monsieur Grobler, nous allons exprimer notre point de vue par rapport à cette question précisément. Et l'argument nouveau par lequel nous allons commencer est d'abord tiré du concept d'interprétation stricte en matière pénale. En l'occurrence, la partie qui vient en intervention volontaire a-t-elle seulement daigné indiquer une seule disposition, qu'elle soit de la loi qui organise la procédure par devant votre cour, qu'elle soit du Code de procédure pénale qui autorise une telle démarche. Si tel n'est pas le cas, alors la question qui se pose est comment chemine-t-elle? Par quelle démarche elle entend procéder? Mais nous avons à lui dire qu'en matière pénale, nous avons appris que l'interprétation est stricte et que vous ne pouvez pas inventer une voie où la loi elle-même a refusé. En l'occurrence, la loi qui organise la procédure devant votre cour ne laisse aucune brèche. Elle est claire parce qu'elle vient mettre fin au débat. Donc si les conseils de la République voudraient reprendre la parole, la seule question à laquelle nous devons répondre que M. Grobler pose est de savoir est-ce que vous avez une disposition claire, qu'elle soit du Code de procédure pénale ou de la loi qui organise la procédure devant la cour de séance qui vous autorise à cette démarche. Si elle n'a pas répondu à cette question, alors en toute élégance, elle daignera se retirer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Monsieur le Président, nous savons que ce qui fait la loi, c'est la jurisprudence. La doctrine dit, la loi est ce que la jurisprudence en fait. Alors, en l'occurrence, le deuxième argument que nous avons ajouté, c'est qu'aujourd'hui, on a publié, quelqu'un a daigné publier toutes les décisions de la Cour suprême de justice qui régente notre jurisprudence sur la question, et il nous revient qu'il n'y a aucune décision, en tout cas dans ce recueil-là, où la Haute Cour a accepté une telle intervention.
toutes les décisions qui sont contenues là, on comprendra que l'argument que j'ajoute, c'est un argument du nombre. Parce que la jurisprudence, ce n'est pas seulement une seule décision, mais c'est autant de décisions. Mais au nombre de décisions telles qu'elles sont là dans ce recueil-là, il nous revient que la Cour suprême n'a jamais admis l'intervention volontaire. Puisque ces éléments ont déjà été lus, je vous ferai l'économie du temps. Je vous remercie. Merci, maître. Oui. Vous avez la parole. Merci de la parole, Monsieur le Président. Dans le même ordre d'idées, au-delà du fait que cette procédure est prohibée par la loi qui organise la procédure devant la Cour constitutionnelle, mais même le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle revient sur cet aspect des choses. En fait, en venant par cette procédure, qu'est-ce qu'on entend obtenir de la Cour? C'est la réparation d'un préjudice. Alors que dans le cas d'espèce, cette possibilité est fermée. La République ne peut qu'attendre l'issue de ces procès pour venir réclamer ce qu'elle veut réclamer à ce jour devant les juridictions ordinaires. Donc, aujourd'hui, si la Cour fait droit à cette requête, en d'autres termes, la Cour risque de violer la loi qui organise sa propre procédure et même son règlement intérieur. Monsieur le Président, nous n'allons pas discourir sur ces moyens. Avec votre autorisation, on passe la parole à un autre confrère pour placer un mot. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que les belles choses, quand elles sont répétées, elles plaisent. L'intention n'est pas ici de répéter les belles choses qui ont été dites surabondamment par des confrères qui nous ont précédés ici. Et nous voudrions simplement, à l'attention de votre auguste Cour, pour maintenir son prestige, dire qu'elle est gardienne du bloc des constitutionnalités, non seulement de la Constitution. Et la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette auguste Cour, assortie de son règlement intérieur, font partie de ce bloc de constitutionnalité, censé être protégé avec austérité, Monsieur le Président, par votre auguste Cour. Et cette loi, comme l'ont bien dit les confrères qui m'ont précédé ici, interdit formellement la constitution d'une partie civile pour ne pas abuser, Monsieur le Président. Dit-on qui nous a imparti, je passe la parole au confrère qui va ajouter un élément nouveau en concluant sur cette question, Monsieur le Président. C'est la Cour, maître, qui passe la parole. Merci beaucoup. Oui, donc la parole est donnée. La parole est donnée à Maître Kaloumé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En réalité, la République est déjà dans le procès. Le ministère public est là. La loi interdit qu'une quelconque partie tierce vienne se greffer à son action. Elle est déjà là. Elle ne peut pas être représentée devant vous doublement. C'est comme ça qu'on dit. Si le ministère public arrive à vous convaincre, ça veut dire qu'il y aurait un arrêt de condamnation. Et la République, ici, partie civile, qui aurait à faire prévaloir des dommages, il irait saisir les juges du droit commun. Venir par intervention volontaire ou forcée, c'est venir soutenir l'action du ministère public, qui le fait déjà bien. Parce que lorsque le parquet a pris la parole, au nom de la société, il s'agissait de cette société-là. Il a dit, l'État a sorti l'argent, l'État a fait ceci. C'est l'État-là, cette République que le ministère public représente. À ce stade de procédure, parce que la vente du droit qui sortirait d'ici ferait effectivement jurisprudence. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Et comme ça, il y a eu des arrêts contradictoires. L'arrêt de principe que vous prendrez sur ces points va permettre aux juridictions qui sont éventuellement supérieures mais de notre nature de corriger ce qui a été mal fait. On doit être modeste, ça avait été mal fait. Pour l'instant, au regard de l'intérêt que la République a à faire valoir, c'est prématuré. Elle devra attendre. Donc, son action ne peut pas être reçue à l'audience de ce jour. Votre honneur, j'ai dit, si la Cour le permettra, on pourra déposer notre plaidoyer. Vous avez terminé pour M. Gobler? Oui, on a fini. Alors, nous ferons le tour de parole après. Monsieur le procureur général, d'abord, quel est votre point de vue sur cette question d'intervention volontaire?
Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges constitutionnels, nous savons très bien que la procédure d'intervention volontaire n'est pas prévue devant la haute cour. Généralement, pas devant les hautes cours. Est-ce que le micro de monsieur le procureur général passe? Parce que les autres parties doivent vous entendre. Donc, généralement, c'est le cas. Oui. Devant la haute cour, il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas d'intervention volontaire. Nous avons lu la requête. Bon, ceux qui l'ont introduit n'ont pas eu l'occasion de développer davantage, mais voilà ce que nous pensons de cette question. D'abord, la bonne lecture de l'article 306 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Nous avons l'impression que le législateur a entendu par cette disposition postposer la question de postulation de dommages et intérêts à la condamnation pénale du point de vue de l'infraction reprochée au prévenu. Alors, là où, devant les juridictions inférieures, une partie civile comparaît devant le juge pénal, il reste là à attendre qu'on lui demande de donner le montant de dommages et intérêts pour parler, ou bien il s'emploie aussi à contribuer à établir l'infraction, qui est la base justement de la demande de dommages et intérêts. Si le prévenu, la victime ne contribue pas, s'il y a des éléments qu'il peut donner qui peuvent convaincre la Cour de condamner, mais il ne va pas postuler les dommages et intérêts, comment il va les avoir? Parce que c'est un préalable, il faut que l'infraction soit établie. Et nous les avons entendus par le passé. À chaque fois que la partie civile a comparu, elle a eu à s'étendre largement aussi sur les éléments constitutifs de l'infraction. Puisque toutes les parties doivent contribuer à éclairer la religion de la Cour ou de la juridiction concernée. Nous pensons qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que dans notre Constitution, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments juridiques internationaux comme le Pacte international des droits civils et politiques. Quand on parle de procès équitable, ça signifie que toutes les parties, y compris la victime, la partie civile, doit avoir les mêmes armes. Nous avons lu à ce sujet le professeur Luzolo Bambi Lessa, qui s'est exprimé en ces termes: le principe de la contradiction est valable en réalité pour toutes les parties au procès. Et plus loin, il dit, l'égalité procédurale des parties implique uniquement que les parties en cause doivent disposer des mêmes moyens procéduraux, et doivent de manière égale avoir accès aux pièces qui sont soumises au juge. Parmi ces pièces, la partie civile n'est pas censée parler uniquement de la hauteur du préjudice, mais la partie civile est censée rencontrer les arguments du prévenu sur la constitution de l'infraction. Il n'y aura pas procès équitable s'il n'est pas donné la parole à cette partie que les avocats, en parlant tout à l'heure, ont reconnu comme étant partie au procès. Et c'est toutes les parties. D'ailleurs, l'article 104 justement du pacte international des droits civils et politiques insiste sur ce fait que c'est toutes les parties
et qui doivent être protégés de la même manière. Même si souvent on a plus attention aux prévenus, parce que celui qui est poursuivi risque de violer la loi, mais c'est ce que nous énumérons là. Mais cette disposition sur le contradictoire, mais c'est un principe à valeur constitutionnelle. Et qui dit nécessairement, la haute cour protège les droits de l'homme, y compris dans le procès pénal. La cour ne peut pas refuser de donner la parole aux parties civiles. Si les parties civiles commencent à parler de dommages et intérêts, la cour ne sera pas obligée de leur accorder les dommages et intérêts, mais au moins que la cour entende ce qu'ils pensent de différentes infractions mises à charge des prévenus. C'est notre point de vue que ce serait violer le principe de procès équitable que de refuser à l'une des parties de pouvoir se prononcer, non pas sur les dommages et intérêts dont l'examen est post-posé à la décision pénale, mais de se prononcer sur cette même décision, de préparer cette décision pénale. C'est ce que nous pensons. Nous passerons la parole à la partie République démocratique du Congo pour répondre à un argument qui a été décliné plus ou moins en quelques branches. La première branche, c'est de dire que l'intervention volontaire n'est prévue ni par la loi, ni par la jurisprudence, ni même par la doctrine. C'était ça la première branche de l'argument. Et deuxième branche, on vous a dit que dans tout état de cause, la loi régissant la Cour constitutionnelle pose de manière claire les postulations civiles devant les juridictions ordinaires. Alors, le procureur général tout à l'heure a commencé par dire qu'il entendait cela au terme de l'article 106 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, mais qu'à la fin, au nom du principe du procès équitable prévu à l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et politiques, on pouvait entendre vos postulations. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces différents moyens? Vous avez la parole. Merci aussi pour votre résumé. C'est pour vous dire que la Cour écoute. Merci beaucoup. Nous avons plutôt résumé, excusez mon frère, l'argumentaire des prévenus en deux tranches. Ils opposent à la République l'article 106 de la loi portant fonctionnement et organisation de votre cour. Mais je ne sais pas s'il est nécessaire de répondre à ce moyen parce que cet article prohibe plutôt la constitution de la partie civile. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ici, la République est venue plutôt en intervention volontaire. Alors, je vais maintenant à la deuxième rubrique, celle de savoir si l'intervention volontaire est autorisée en matière pénale. Mais ils ne vous ont pas dit, ils ne vous ont pas cité une seule disposition légale qui interdit l'usage de l'intervention volontaire en matière pénale. Or, en droit, comme tout le monde le sait, ce qui n'est pas interdit est tout naturellement autorisé. Mais où est-ce que nous tirons, nous, la source de cette pratique? Mais c'est une pratique qui a déjà été réglée par la jurisprudence. Parce que la Cour suprême de justice, on a tenté de l'anticiper ici, dans son arrêt, c'est un arrêt des principes, monsieur le Président, sous le RP 2277 du 20 juillet 2002, la Cour suprême de justice a réglé en disant l'intervention volontaire recevable en matière pénale. C'était dans la cause qui opposait le ministère public à M. Anyarali et M. Mukendi Tamboué est venu faire intervention volontaire. Et cela a été reçu et il a été entendu. Ici, nous ne comprenons pas pourquoi la présence de la République commence à effrayer. La République n'a pas sollicité, vous avez lu notre requête, n'a pas sollicité une réparation parce que c'est interdit à ce stade. Mais la République estime qu'elle est la mieux placée pour éclairer la religion de la Cour
Parce que, on le dise, la République est propriétaire. C'est celle-là qui a alloué les fonds qui ont été détournés. À ce titre, la République trouve qu'elle est la mieux placée pour venir vous éclairer. Et encore pour obtenir un jugement qui lui est opposable, qui lui permettra à la longue ce que nous souhaitons en cas de condamnation. Nous avons dit, monsieur le Premier Président, donc vous allez recevoir clairement notre requête et entendre l'argumentaire de la République. Nous avons dit. Un instant, maître. Une petite question de la Cour. Que dites-vous de l'argument qui vous est opposé, que cette jurisprudence n'a été rendue qu'en matière de pourvoi en cassation et non en matière d'intervention volontaire? C'est une sous-branche de... Nous pensons que les arrêts de la Cour sont publiés au journal officiel. Vous n'allez pas vous fier à une interprétation d'un confrère. C'est votre réponse, oui. C'est notre réponse. Maître, vous avez la parole. Excusez, attendez qu'elle finisse de leur côté. Merci, monsieur le Premier Président, monsieur le haut magistrat, honorable procureur général. Monsieur le Premier Président, je commencerai par répondre à la dernière question. Vous dites que cet arrêt a été rendu sur base en matière de cassation. Mais monsieur le Premier Président, c'était que la seule procédure en ce moment-là. Et la procédure qui a été initiée sur base d'un pouvoir en cassation. Et la personne qui veut intervenir volontairement ne pouvait procéder que par ça, à moins qu'on donne une disposition contraire à ça. Monsieur le Premier Président, vous le savez mieux que nous autres, vous êtes professeur de droit, et que la loi, lorsqu'elle veut interdire quelque chose, la loi dit ça clairement. On est en train de raconter, on évoque en disant que non, la loi n'a rien prévu. Mais la loi n'a rien prévu. Mais lorsque la loi ne dit rien, ça ne signifie pas que la loi interdit. Deuxièmement, monsieur le Premier Président, nous sommes devant une haute juridiction et vos décisions sont des décisions de principe. Vous êtes appelés à régler certaines questions de droit que la loi n'a pas pu régler par vos décisions, par vos arrêts. Nous avions évoqué ici, ils ont évoqué par-ci, par-là, la partie, l'intervention volontaire n'est pas permise. Mais nous avons lu tout à l'heure un arrêt de la Cour suprême à l'époque, en son temps, votre arrêt à vous, parce qu'à l'époque c'était la Cour suprême, où vous avez reconnu ça. Et vous avez suppléé à ce que la loi n'a pas voulu dire. Monsieur le Premier Président, nous ne postulons pas au dommage intérêt à ce stade. Et même la disposition 106 qu'ils ont évoquée portant l'organisation de votre haute juridiction ne vous interdit même pas de condamner au dommage intérêt, mais dit vous ne pouvez pas statuer d'office. De vous-même, de votre propre initiative, vous ne pouvez pas statuer. Mais on peut vous le demander, à moins qu'on me donne une disposition contraire. On dit la Cour ne peut pas statuer d'office. On peut vous le solliciter, mais de vous-même, de votre propre initiative, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un à des dommages et intérêts. Monsieur le Premier Président, nous savons que tout a été développé par le ministère public qui a évoqué même un pacte international sur les droits de l'homme, parce que de l'autre côté, on veut faire croire à votre auguste cour qu'il n'y a que la loi. Ils ont oublié les sources des droits, il n'y a pas que la loi. Il n'y a pas que la loi. La jurisprudence, la doctrine, les pactes internationaux. Ils ont oublié tout ça. Ils s'accrochent qu'à la loi parce qu'ils savent que la loi n'a pas prévu ça. N'ayant pas prévu ne signifie pas interdit. Nous avons dit, monsieur le Président. Vous avez fini de ce côté? Oui. Alors, la parole sera donnée en dernier lieu aux prévenus pour répondre à l'argumentaire qui a été donné tout à l'heure, qui se résume à dire nous avons un arrêt de principe de la Cour de cassation qui nous permet de faire une intervention volontaire, et de deux, il y a le pacte international qui nous permet d'intervenir. C'est plus ou moins ça l'argument. Alors, répondez à ces deux questions et on prend le moyen en délibéré. Merci, monsieur le Président, honorable de la Cour. Merci, monsieur le haut magistrat, parce qu'ici, c'est le moment de dire le droit et le vrai. Nous avons l'avantage d'être devant le juge, qui est aussi le juge de l'interprétation. Nous ne sommes pas venus ici à ce procès
pour consommer des perversions d'interprétation légale. La loi a voulu qu'en matière pénale, l'interprétation soit stricte. Nous sommes aussi déçus par la perversion de l'argumentaire du ministère public. Monsieur le Président, le monde entier nous regarde. Et si quelqu'un vient, par hasard juridique, prétendre qu'il y a un vide juridique et a créé en vous le pouvoir de régulation, c'est qu'il vient tantonner à ce niveau des procès. Nous, on ne vient pas tantonner à la haute cour. Mais j'ai entendu un jour qu'on dit on va évaluer la grandeur de la cour dans sa production et dans les positions que la cour prend. Mais la beauté du procès, c'est le contradictoire. Mais dans un procès pénal, le contradictoire, c'est entre qui? C'est aussi élémentaire que ce sont des justiciables contre le ministère public. Le ministère public ne vient pas se chercher des béquilles. Monsieur le Président, si quelqu'un vient créer en vous cette tentation, et nous avons l'avantage, parce que quelqu'un a dit dans un ouvrage, il dit, celui qui gravit les plus hautes montagnes, celui-là, c'est ri de toutes les tragédies, qu'elles soient réelles ou montées. Et qui est le juge constitutionnel devant qui on s'amuse? Un grand doctrinaire en préfaçant un ouvrage dont j'ai tais le nom pour des raisons personnelles. Le juge constitutionnel n'est en effet respecté que dans la mesure où il incarne la bouche de la Constitution qui contient la proclamation et la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Mais il n'y a pas un vide. Il n'y a pas un vide. On vient ici en tantonnement parce qu'on fait allusion à une jurisprudence, quoique isolée, mais qui ne donne pas raison à l'argumentaire. C'est ça la dialectique du droit pénal constitutionnel qui n'est pas connu du juriste lambda. Le confrère vous a dit, on a accepté l'intervention volontaire. Mais on ne continue pas la réflexion. On ne réfléchit pas en droit comme si on réfléchit dans la Bible. Et Jésus plaira et on s'arrête. On dit il faut plairer les morts. C'est ce droit-là qu'on veut amener à la Cour constitutionnelle et je refuse. C'est dit là, parce qu'il faut peut-être qu'on dise, qu'on interprète ensemble. Même si la décision, c'est vous qui la prenez. L'article 106, j'ai la noble mission de la lire parce que j'estime qu'il y a problème de lecture et de compréhension grammaticale avant que ça n'évoque les questions de droit. La constitution des partis civils n'est pas recevable devant la Cour. Parce qu'ici, il y a même un problème sémantique. Et pour vérifier, il faut voir la finalité de cette constitution des partis civils. Et la démarche de celui qui se réclame comme intervenant volontaire. Mais en droit, la beauté du droit, c'est dans la continuité. D'heureuse mémoire, mon maître Kalongo Mbika, il disait, même si vous êtes dans la fausseté, le problème en droit, c'est la cohérence. Mais ici, vous entendez les arguments, le ministère public dit, non, écoutez, c'est bien dit dans l'article 6, mais qu'à un moment donné, nous pensons que il y a le pacte international. Mais il y a la hiérarchie des normes que vous enseignez. Qu'est-ce que dit la hiérarchie des normes? À quel moment on fait allusion à une norme inférieure, à une source inférieure? C'est quand la Constitution est muette. C'est quand les lois sont muettes. Mais ici, ça a été dit. Et on fait allusion à cette jurisprudence qui a déjà été fondamentalement avancée par mon confrère en disant Moukendi est demandeur en cassation. Monsieur le Président, on ne peut pas abuser de votre temps. Et nous pensons que pour la même dialectique, Moretti, qui est en fait mon maître sur la question du droit pénal constitutionnel, a dit la justice ne se rend pas dans les réseaux sociaux, ni dans la rue, ni dans les médias. Et l'honneur des hommes, pas jusqu'aujourd'hui qu'hier, ne mérite d'être jeté dans le chien. Je pense que vous allez devoir lever l'option, pas nécessairement nous répondre dans un arrêt de principe, parce que la grandeur maintenant d'un avocat, c'est au travers de la confrontation du droit et des faits que dans les proclamations de dispositions légales. Nous allons nous faire compléter, nous avons dit. Monsieur le Président, sur ces questions qui ont été soulevées par la République démocratique du Congo. Tout à fait, les deux questions. Oui. Et nous serons brefs. Je vous en prie. Il est un brocard du prétoire qui dit Ubi lex voluit dixit, ibi non luit caquit. Pour dire,
Ce que le législateur a voulu dire, il l'a dit. Et ce qu'il n'a pas voulu dire, il ne l'a pas non plus dit. Que l'on ne vous dise pas que ce qui n'est pas interdit est permis. Dans les cas d'espèce, nous constatons avec amertume que l'organe de la loi qui est censé protéger la loi voudrait voir la Cour constitutionnelle violer la loi. Et la République, qui connaît très bien, mieux que quiconque, ses propres lois, voudrait marcher dessus. Nous ne pensons pas que la Cour constitutionnelle fera, n'est-ce pas, droit à cette demande de constitution ou d'intervention volontaire de la République. Elle va demander aux avocats de la République de bien vouloir se retirer parce que le ministère public, qui est une institution au service de la République, ayant instruit ces dossiers en phase préjuridictionnelle, la République avait tout le temps. Et alors tout le temps pour donner les moyens de l'accusation à son serviteur qui est l'organe de la loi. Que de ce fait, il vous plaira de dire non recevable la Constitution ou bien l'intervention volontaire faite par la République. Cela nous permettra, n'est-ce pas, de présenter les préalables en toute quiétude. Nous avions dit. S'il n'y a pas un moyen nouveau en réplique, vous voudrez bien vous résumer en 2-3 phrases. Parce que la Cour vous suit réellement. Vous avez la parole. Monsieur le Président, c'était à dessein lorsque j'avais évoqué la jurisprudence sous RP 2277. Je savais que la République viendrait sur ça. Moi, je viens ici avec les codes, avec l'ouvrage. Je ne viens pas citer des choses de manière lapidaire, votre honneur. Maître Chebel est dans l'analyse de la note d'observation faite par le bâtonnier national Matadi Wamba. Il dit ceci, je suis à la page 48. Les pourvois en cassation formés par Mukendi et consorts n'étaient point un incident de procédure, mais plutôt une voie de recours extraordinaire, exercée dans les conditions expliquées précédemment. Ce qui demeure certain est que la loi est muette sur la possibilité d'intervenir des tiers en cassation. Monsieur le Président, est-ce que nous devons continuer les débats là-dessus? Le procureur prend la parole, il pose les prémices, mais il tombe, il conclut, vous dit, écoutez, dès que la loi n'a rien prévu, il y a le pacte international. Mais non, Monsieur le Président, lorsqu'on vous dit ce qui n'est pas interdit est permis, ce n'est pas en droit pénal. En droit pénal, tout ce qui doit être appliqué doit être prévu. C'est le principe de la légalité des délais de peine. Nous, l'homme qui nous l'avons légué. C'est connu de tous. Vous ne pouvez pas commencer à appliquer à un prévenu une règle qui n'a jamais été écrite. Tout doit être écrit. Dans les cas d'espèce, votre honneur, l'arrêt que j'ai évoqué, il s'agit de Mukendi qui est demandeur en cassation. Il n'a jamais été intervenant volontaire. Donc, je sais que la Cour maîtrise bien cette jurisprudence. Les carottes sont cuites. Je vous demande, votre honneur, de demander respectueusement à la République de se retirer et nous laisser les rings parce que nous sommes prêts pour en découdre aujourd'hui. J'ai dit, je vous remercie. Oui, mais évitez le redit, hein, parce que l'argumentaire, nous le retenons. Très bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Oui. Mais, Monsieur le Président, distingué membre de la Haute Cour, moi je pense que calomnier une haute juridiction comme la vôtre, ce n'est pas la respecter. La République qui commente un arrêt rendu par vous-même, c'est très bien que M. Mukendi était venu en pourvoi. Il a initié un pourvoi en cassation. Il ne s'agissait pas d'une instance en cours où Mukendi vient s'insérer comme intervenant volontaire. Il est venu en pourvoi. Encore que, qu'est-ce que vous nous avez dit à l'époque? Mukendi pouvait ne pas être parti au procès, mais
il était parti à la décision entreprise en pourvoi. Et c'est grâce à cette brèche que vous l'avez laissé continuer. Vous connaissez cet arrêt vous-même. Et nous l'avons. Si la République ne l'a pas, nous l'avons. Nous pouvons prêter nos ouvrages à qui le veut. On ne peut pas entretenir une confusion délibérée entre un recours extraordinaire en pourvoi en cassation et une demande incidente d'intervention volontaire. Deuxième élément, la même République vous demande de régler les questions de droit qui n'ont pas été prévues par la loi. Mais vous allez les régler combien de fois? Vous allez les régler combien de fois? Déjà, il y a 33 ans, en 1986, votre cours sous RPA 121, en date du 23 décembre 1986, vous avez déjà réglé cette question en disant que l'intervention volontaire n'est pas prévue en matière pénale et que, par conséquent, c'est une action irrécevable. Vous êtes resté constante, votre cours, jusqu'en 2014. Vous êtes resté constante parce que la dernière décision date de 2014. Vous allez régler ça combien de fois? Un autre argument, la République dit que ce qui n'est pas interdit est permis. C'est trop facile. C'est trop facile. Puisqu'il n'y a aucune disposition du Code de procédure pénale, prenons par exemple devant les juridictions inférieures, qui prévoit, qui interdit la tierce opposition. Je parle de l'interdiction en matière pénale. Il n'y a pas une disposition qui interdit la tierce opposition en matière pénale. Est-ce qu'on peut vous recevoir au greffe contre une décision pénale en tierce opposition? Est-ce que ça a un sens? Même le minimum. Enfin, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, on pouvait s'attendre à tout sauf à la sortie du ministère public. Le ministère public ne doit pas oublier qu'il est avant tout organe de la loi. Il pose le principe qui devant figurer devant votre cour. Il le pose très bien. Mais où est-ce qu'il va chipoter les choses? C'est lorsqu'il estime que, malgré tout, l'égalité des armes et le principe du contradictoire devraient être respectés entre partis. Lesquels? Quels partis? Parce que les partis sont connus. Quand il dit entre partis, il se réfère à quel parti? Il y a mon confrère qui m'a précédé, qui vous avait invoqué les dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale, parce que ce code est applicable devant votre cour, pour autant que les dispositions ne soient pas contraires à celles de votre loi. Alors, à quel moment votre cour va l'insérer dans les dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale? À quel moment vous allez lui accorder la parole légalement? À quel moment? Moi, je pense que le ministère public devait se ressaisir. Le débat de fond va venir après. Mais ici, nous sommes en train de débattre sur qui doit figurer devant la Cour. On ne peut pas accepter que la République vienne cheminer avec nous. Parce que ce qui est interdit, je le répète, oui d'abord. Ce qui est interdit, en réalité, ce n'est pas
La loi ne dit pas que l'action civile est irrécevable devant la Cour. Le législateur est très intelligent. Et il dit, la Constitution même, ce qu'on vous fait aujourd'hui là, avant même d'arriver à l'action elle-même, la Constitution elle-même est interdite. Alors, nous allons cheminer avec des gens qui ne devront pas légalement être partis au procès. Non, je ne vois pas cette cour, je ne vois pas votre cour faire ça. Et que donc, Monsieur le Président, vous allez rejeter cette intervention volontaire de la République et votre décision, vos décisions ont toujours un caractère pédagogique. Hein? Vos décisions ont un caractère pédagogique. Ce que vous faites, c'est ce que feront toutes les juridictions inférieures. Si quelqu'un vient s'amuser devant l'une des juridictions inférieures, en se faisant appeler intervenant volontaire au pénal, le juge n'aura aucune peine à répondre ce que vous avez fait ou ce que vous ferez sur le banc. Parce que nous avons besoin de gagner du temps, en fait. Ceci dit, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, puisque nous avons besoin de gagner le temps, y a-t-il un argument nouveau? Parce que la Cour peut déjà vous répondre. Oui. Pour la partie du début. Oui, oui. Merci, Votre Honneur, pour la parole que vous nous accordez à nouveau. Honorable membre de la composition, j'épouse totalement la plaidoirie de mon précédent confrère lorsqu'il chute en vous disant que vos décisions ont un caractère pédagogique. Votre Honneur. Mais même ceux qui sont en train de nous suivre par les médias peuvent être estomaqués par l'argumentaire tout à fait contradictoire de l'organe de la loi, qui est ici considéré comme l'avocat de la société. L'avocat de la société, le ministère public. Il était inspiré dans son introduction lorsqu'il vous dit que la constitution de la partie civile comme l'intervention volontaire sont interdites ici. C'était là son introduction. Et je me suis frotté les mains. J'ai eu froid dans mes entrailles lorsqu'il concluait, en vous évoquant l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, relatif notamment aux droits de l'homme comme il l'a présenté. Une question qui a taraudé mon esprit est celle de savoir si les droits de l'homme étaient également applicables aux personnes morales. Parce que la doctrine définit les droits de l'homme comme étant des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Les êtres humains. La République démocratique du Congo est-elle un être humain? L'organe de la loi nous répondra certainement lorsqu'il prendra sa réplique. Votre Honneur. Mais lorsqu'il va puiser dans ce pacte international, je suis revenu ici sur les principes de la stricte interprétation de la loi procédurale pénale. Votre Honneur, il est des principes en droit administratif, specialia generalibus derogant. Le spécial déroge du général. Qu'est-ce qui est spécial ici? Le spécial ici, c'est votre loi. Le spécial ici, c'est votre loi. Votre Honneur, l'article 109 de votre loi renvoie à l'application des règles de droit commun de procédure pénale dans le déroulement du procès devant votre cour. Et lorsque nous rentrons dans ce droit commun de procédure pénale, en l'espèce, Maître Ngouabichi vous a lu les dispositions de l'article 74, qui sont lapidairement claires sur les différentes parties devant intervenir. Mais lorsque l'organe de la loi vous dit, non, non, il faut protéger la contradiction. Le professeur Luzon le dit, il faut protéger la contradiction.
Votre cour a-t-elle empêché la contradiction dans ce procès? Mais non. La contradiction dont il est question dans l'ouvrage du professeur Lusolo que j'ai derrière moi, c'est la contradiction entre les parties au procès. Et ces parties au procès sont limitativement listées par la loi. Considérant le fait que votre loi est spéciale par rapport à toutes les dispositions que le ministère public vous a évoquées ici, vous allez, votre honneur, considérer que ce soit l'argumentaire du ministère public, avocat de la société, que ce soit l'argumentaire de la République, qui veut se greffer à ce procès, je ne sais pas moi, pour se faire connaître ou quoi, considérez cela comme de l'eau versée sous le dos d'un canard. Et demandez-leur de se retirer paisiblement. Nous avons du temps à gagner avec la Cour. Votre honneur. Lorsque je venais ici ce matin, j'ai pensé à votre grandeur. J'ai pensé à votre prestige. J'ai pensé au caractère de boussole que vous êtes pour toutes nos juridictions. Figurez-vous, parce que vos décisions sont considérées comme une parole d'évangile. Lorsque vous avez décidé, il n'y a plus rien à faire. Voilà le caractère pédagogique de vos décisions, votre honneur. Et le monde entier nous voit et nous entend. Vous n'allez pas cautionner une violation de la loi? Viendrait-elle même d'un argumentaire de l'organe de la loi? Au regard de tout ce qui précède votre honneur, considérez que la loi pénale est de stricte interprétation et que toute interprétation allant dans le sens de mépriser les droits des prévenus doit être rejetée. Lorsque vous l'aurez fait, votre honneur, les générations futures vous acclameront. Je dis et je vous remercie. Monsieur le Président. Non, maître, je crois que nous sommes maintenant dans l'hérédite. Un petit ajout. Oui. Quel est l'argument nouveau? En un mot, quel est l'argument nouveau? C'est que lorsque vous demanderez à la prétendue intervenante volontaire de se retirer, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, violé la jurisprudence parce que la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer là-dessus. Nous sommes en 2010. Merci, maître. Dans Cet argument, il y avait une intervention volontaire dans une affaire de véhicule et la Cour de cassation n'a pas attendu de se prononcer. Elle a demandé à cette partie de se retirer. Et donc, vous ferez la même chose, nous avons dit. Maître, est-ce que vous ne pouvez pas permettre à la Cour de vous répondre? Parce que la Cour a saisi tous les arguments et vous pouvez faire confiance à la mémoire de la Cour. Un seul élément nouveau. Un seul argument nouveau. Oui. Monsieur le Président, le seul argument nouveau que nous avons entendu ajouter concerne simplement l'articulation entre les droits de l'homme, la Constitution et les lois d'application concrète. Ça, c'est l'élément sur lequel nous voudrions rebondir. Vous avez le ministère public qui a invoqué la question du procès équitable et des droits de l'homme. Il a ensuite rebondi sur les dispositions de la Constitution. Mais ce qui est important de préciser, c'est que la Constitution dit toujours, les modalités d'exercice, les modalités d'application sont prévues par une loi. C'est important de noter, parce qu'à partir du moment où on ne s'entend pas sur l'articulation de ces sources-là, on va se perdre. Les constitutions sont rarement les dispositions d'application directe. Elles proclament le principe et il revient maintenant à la loi. Il revient à la loi d'articuler. Donc c'était important de noter ce premier élément. Le deuxième élément, c'est sur la question du silence. Lorsqu'on invoque le principe là où rien n'a été prévu, donc rien n'a été interdit, je crois qu'ils l'ont bien énoncé. En fait, il faut savoir quand est-ce qu'on peut invoquer ce principe-là. On ne l'invoque qu'en cas de silence de principe. En cas de silence de principe, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc le principe commence par dire ce qui n'est pas interdit est permis. Alors la question en l'occurrence, est-ce que la constitution de partie civile à ce moment-ci est-elle interdite, oui ou non? Donc en rebondissant sur l'argument même
que la République a invoqué en se fondant sur ce principe général de droit, le principe lui-même commence par indiquer ce qui est interdit est permis. Et donc, chaque fois, il faut voir est-ce que c'est interdit ou pas. C'est ça l'interprétation qu'il faut y avoir de ce silence. En l'occurrence, nous disons que effectivement, la loi applicable devant votre cour interdit. Donc, nous ne sommes pas dans l'hypothèse du silence de la loi. J'ai dit, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président, oui. Votre indigence, c'est juste... un élément nouveau. Oui, exactement, Monsieur le Président. Si on n'a pas un élément nouveau, on perd le temps. Parce qu'on ne voudrait pas... Un élément nouveau, maître. Une phrase, quel est l'élément nouveau? Exactement, Monsieur le Président. En ce qui concerne les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, parce que la faiblesse argumentative du ministère public se situe au niveau où il voudrait tirer d'un vide organisationnel normatif imaginaire la violation du principe du contradictoire. Or, en réalité, la loi organique n'a pas exclu l'organisation de la partie civile. Cet argument avait déjà été avancé. Elle l'a organisé. La loi organique a organisé la partie civile, justement. mais devant une juridiction précise. Cet argument avait déjà été avancé. Donc, est-ce qu'il y a un nouvel argument? Oui, Monsieur le Président. Oui. Alors, on voudrait plutôt demander à votre auguste cour de veiller sur cette question, parce que nous nous rappelons ici, Monsieur le Président, de ce que disait à l'époque encore président de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Hans Kelsen, que la rigueur et la rationalité du juge de la haute juridiction sont les instruments dont ils se servent pour passementer leurs argumentaires prétoriens. Vous allez dire le droit pour enseigner toutes les juridictions, Monsieur le Président. Là, vous faites un commentaire, vous n'avancez pas un argument. Quel est le nouvel argument? S'il n'y en a pas, vous ne mettez pas un mauvais avocat si vous n'avancez pas un nouvel argument. Vous pouvez aussi vous taire et prendre la parole plus tard. Ce n'est pas nécessaire de faire des commentaires là où la Cour attend un argument. Un argument. Ce n'est pas nécessaire. Oui, Votre Honneur, profitons à cet instant d'acter notre comparution. C'est Maître Adolphe Banza. Où étiez-vous, Maître? Il y a toute une réglementation à la porte. C'est nous qui amenons les documentations, tout ce que nous avons amené. Oui. Je suis avocat près la Cour d'appel du Congo central. Pour l'instant, nous nous rallions totalement à tout ce qu'a dit nos estimés confrères. Nous avons dit... Vous comparaissez pour quel parti? Pour Globert. Vous vous ralliez alors que vous n'avez rien entendu. Vous venez d'arriver. Non, je suis là, j'ai tout suivi, Votre Honneur. Asseyez-vous, Maître. Pour gagner le temps de la Cour. Asseyez-vous, Maître. La Cour a entendu toutes les parties. Et le prévenu en dernier lieu, la Cour est d'avis. La Cour vous donne son avis sur le banc. La Cour est d'avis que l'action civile, tout comme l'intervention volontaire, tout comme la constitution des partis civils, sont interdites devant la Cour des séances. Alors, il prie la partie République démocratique du Congo de disposer de la barre. La Cour invite M. Grobler à la barre. Monsieur Grobler, Christo, est-il bien le monsieur qui est devant nous? Are you Mr. Grobler? Yes, il est Mr. Grobler. Alors, peut-il décliner son lieu de naissance et sa date de naissance? Can you tell the High Court your place of birth and what is your name and so on? Rapprochez-vous du micro, tout le monde doit vous entendre. Il dit mon nom c'est M. Grobler. Messieurs les avocats, silence dans la salle. On n'entend pas ce qui se dit. Son nom c'est M. Christ Grobler. Oui. I was born on the 15th of April, 1965. Il était né le 4 octobre 1964. Le 4 octobre. April. En avril. Avril. Octobre ou avril, monsieur? Avril. Voilà. Quelle date exactement au mois d'avril? En 1964. 1964, avril, de quel jour? 15. Le 15.
le 15 avril 1964. Quel est le nom de votre père? What is the name of your father? Hendrik. Le nom de son père, c'est Hendrik. Hendrik Johannes Christophe. Hendrik Johannes Christophe. Et le nom de la mère? The name of your mother? Maria. Maria. Magdalena. Margarita. Grobler. Oh, Grobler. Et vous êtes de quelle nationalité? Are you from which nationality? South Africa. Et c'est un Sud-Africain. Quel est votre lieu de résidence? Where do you live in? In Lichtenberg, in South Africa. Il vit à Lichtenberg, en Afrique du Sud. Voilà, très bien. Je crois qu'on a eu les éléments essentiels sur l'identification de M. Grobler Isto. Your identification. Puisque à la dernière audience, M. Grobler n'a pas entendu ce que le ministère public lui reprochait. The last hearing, you didn't understand what the court is reproaching you. Alors nous passerons la parole à M. le procureur général We are going to pour articuler à l'égard de M. Grobler General prosecutor to tell you what you are les griefs qu'il lui reproche. all the offenses, they are the charges on you. Monsieur le procureur général, vous avez la parole en ce qui concerne M. Grobler. Maître, veuillez vous calmer. Veuillez. Oui. Par rapport à son état de santé, si la Cour peut permettre à ces... Non, il est en bonne santé. Monsieur qui le répond d'abord. He must give answers to the Il est en très bonne santé. He is in the good health. Voilà. M. Grobler est un garçon costaud, on voit bien qu'il est en bonne santé. He is very... Voilà, monsieur le procureur général, vous avez la parole pour articuler uniquement à l'égard de M. Grobler le grief que vous lui reprochez. They are charging. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge constitutionnel, vous l'avez entendu, la fois passée, nous avons essayé de brosser une partie des faits. Nous n'avions pas épuisé notre exposé lorsqu'il y a eu un incident qui a fait que l'audience ne continue pas. Monsieur Grobler, c'est bien cet homme qui, comme responsable de la société Africom, qui a contracté avec la République démocratique du Congo dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Nous l'avons dit la fois passée, lorsque le Premier ministre de l'époque, Matata Mponyo, a commencé à exécuter le contrat avenu entre les parties, de la manière que nous avions d'ailleurs décrite déjà. Il a fait transférer beaucoup d'argent dans le compte de la société Africom gérée par M. Grobler. M. Grobler a signé ce qu'on a appelé la convention de gestion avec la République en 2014. Mais tout de suite après, lorsqu'il est question d'achat, lorsqu'il est question d'utilisation des fonds du Trésor qui ont été transférés dans des comptes en Afrique du Sud, eh bien, on voit que ce monsieur fait intervenir beaucoup d'autres sociétés, notamment la société d'Esticlos. L'Esticlos a eu à gérer, en tout cas, une grande partie des sommes qui étaient transférées au profit de Africom. Et vous verrez dans la suite que lorsque, certainement après avoir détourné l'argent de l'État, ils se sont mis à surfacturer les achats, allant jusqu'à faire substituer leurs propres factures aux factures d'origine.
Parce que leurs propres factures sont 4, 5, 6, 10 fois et plus. Plus importantes que les factures d'origine. Ils ont commis ces faux en écriture. Les gens qui aiment parler devant le public, ils auront bien à nous expliquer pourquoi, quand on a acheté une marchandise dans une société, il faut soi-même fabriquer une autre facture où le prix est multiplié par 4, 5, 6, 10 fois. Et ils auront à nous l'expliquer ici. Et nous vous disons, si vous voyez le résultat des travaux qui ont été faits à Bukangalonso, au regard des sommes faramineuses qui ont été déboursées, vous vous rendez clairement compte que M. Grobler, c'est lui qui matériellement, c'est la personne qui matériellement a dépouillé la République. Matériellement, nous disons bien. Aux autres, nous reprochons autre chose. Nous leur reprochons d'avoir été de connivence et d'avoir facilité les choses de manière que s'il n'était pas intervenu de cette manière-là, lui n'aurait pas eu le moyen de faire ce qu'il a fait. Alors, M. Grobler, après avoir géré la société pendant un certain temps, va encore avec la République signer une convention d'actionnaires qui crée 3 sociétés mixtes entre la RDC et la société Africom. Chacune de ces sociétés a son objet. Vous avez la première, Parcagri, qui doit essentiellement s'occuper des infrastructures. Il y a Sepagri qui doit s'occuper de la gestion. Et il y a Marikine qui devait commercialiser les produits d'exploitation du parc. Après avoir constitué ces sociétés, chacune des parties devait libérer ses parts sociales. Mais non, Africom ne va jamais libérer ses parts sociales. Jusqu'au moment où nous parlons. Jamais. Jamais Africom n'a libéré une quelconque part dans les 3 sociétés. Mais c'est la République qui s'est donné la générosité étonnante de tout libérer à la place de Africom. Tout, alors tout. C'est encore ce Grobler, lorsque on a envoyé de l'argent en Afrique du Sud, comme on avait pris l'habitude là-bas, même pour des activités sur le terrain, ici, il fallait que l'argent aille en Afrique du Sud. Mais une fois que l'argent est parti en Afrique du Sud, eh bien, vous voyez que les travaux ne sont pas exécutés, notamment la bretelle de la route entre la nationale numéro 1 et les centres du parc. Ce travail-là a nécessité, semble-t-il, plus de 4 millions de dollars pour mettre les gravillons. Jamais rien n'a été fait. C'est d'ailleurs ça, la 3e prévention, ce que nous venons de dire, c'est la 2e prévention concernant la libération des parts sociales de Africom par la République démocratique du Congo. Alors, une fois que ces sociétés ont été constituées, M. Grobler s'arrange pour être le responsable de Sepagri et continue de gérer l'ensemble des activités du parc. Et la République aussi continue
d'effectuer le transfert des fonds. Puis, le centre du parc comme cela se devait. Donc voilà un peu ces choses. Nous avons estimé qu'il y a une véritable exagération. La République certainement n'a pas fait son devoir parce que la République n'a jamais contrôlé la gestion des Africains. Nous dirons un peu plus tard, lorsque on demande à l'ancien ministre des Finances, mais pourquoi vous, en tant que gardien de la caisse publique, vous faites sortir l'argent et quand on n'en a rien fait, vous ne vérifiez pas et dites, mais ce contrat-là, avenu entre la République et Africom, ne me donnait pas le pouvoir, un pouvoir de contrôle des activités du parc. Et alors que justement ce contrat a prévu le contrôle de la République. Alors comme la République a été défaillante à travers les deux premiers prévenus, alors les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Donc nous vous disons que ce sont les choses que nous reprochons à M. Grobler. Nous pensons qu'au cours du procès, nous aurons l'occasion de faire davantage de détails. Et puis, quand ils ont décidé de quitter le pays, mais ils l'ont fait à l'anglaise. Il n'y a rien qui a été fait pour protéger les biens du parc. Rien du tout n'a été fait. Et ces biens ont été vandalisés. Nous avons des images, mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Donc ce sont autant de manquements qui ont fait que vraiment la République a subi un préjudice très grave. C'est pour ça que nous avons décidé de poursuivre le grand banquet. Merci beaucoup, monsieur le procureur général, pour votre présentation des faits à l'égard de monsieur Grobler-Christo, de même que vous l'avez fait déjà à l'audience précédente pour les deux premiers prévenus. La parole sera maintenant accordée à monsieur Matata et monsieur Kitebi. Revenez vers là-bas maintenant. Non, restez juste à côté de monsieur Grobler, mais que les deux autres vous rejoignent. Oui, à la barre. Venez à la barre, monsieur Matata. Voilà, la parole maintenant est accordée à monsieur Matata ou à ses conseils pour nous donner à la fois leur version des faits ou soulever de tout autre moyen de fait ou de droit relativement à ce que monsieur le procureur général vient de présenter comme fait. Vous voyez bien que la Cour avait sa propre méthodologie. C'est ça la période à laquelle vous avez la parole pour exposer tous vos moyens, des faits comme des droits. Alors, qui prend le premier la parole? Oui, maître Nyabirungu, vous avez la parole pour le compte du prévenu Matata. Oui. Je voudrais dire, M. Président, comme les moyens sont trop longs, vous voulez bien que M. Matata se mette les temps que nous puissions exposer notre préalable. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, M. Guitebi aussi, M. Grobler aussi. Merci. Tant que ce sont les conseils qui parlent pour le... Oui. Vous avez la parole, maître Nyabirungu. Merci, honorable président. Merci, honorable président. Merci, honorable juge. Cher maître, vous pourrez aussi vous asseoir en attendant. Hein. Il n'est pas nécessaire de rester debout. Voilà. Je vous demanderai, honorable président, oui, de me permettre dans un premier temps de faire un propos liminaire sur l'état de droit dans notre pays. Lorsque nous lisons le préambule de notre Constitution, nous lisons ce qui suit. Arrimé par notre volonté commune
de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. De ce préambule, il y a des enseignements à tirer. D'abord, nous voulons que, et nous savons que, à commencer par les juges, jusqu'au public, en passant par les parties à la procédure, nous tous, nous sommes portés par un même idéal. Nous sommes portés par une volonté commune, celle de bâtir un État de droit. Deuxième enseignement tiré de ce préambule, cette volonté commune est d'une importance telle que l'État de droit fait partie et est le premier élément de la définition constitutionnelle de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, dit l'article 1er de la Constitution, est un État de droit. Troisième enseignement, cet État de droit est conscient de lui-même et se situe au cœur de l'Afrique. C'est-à-dire que notre Constitution pose la RDC comme non seulement un modèle, mais aussi un moteur de la construction d'un État de droit démocratique. Fort de ces convictions, nous savons maintenant que notre Cour a une grande responsabilité. Je voudrais dire, ou en d'autres termes, quelle institution peut-elle être mieux située et mieux disposée et mieux préparée à nous construire un État de droit. Voilà pourquoi nous sommes ici avec confiance. J'ai envie même de dire, nous ne pouvions pas être en de meilleures mains quand il s'agit d'assurer l'État de droit et d'en faire bénéficier tous les citoyens de la République démocratique du Congo. Et c'est avec confiance aussi que le Premier ministre honoraire, au nom du principe fondamental des droits de la défense, droit absolu et non dérogeable selon notre propre Constitution en son article 61.5. C'est avec confiance que nous sommes donc devant vous, sûrs que l'idéal des pères fondateurs va triompher. Avec déférence, nous ne pouvons perdre de vue que votre haute cour est à son premier dossier RP. Je n'ai pas été au greffe, je crois que c'est RP 001. Vous comprendrez combien ce que vous allez faire, ce à quoi nous allons contribuer. Il s'agit d'écrire une belle page de l'histoire, mais une page que nous souhaitons glorieuse, relever les exceptions. Les exceptions sont d'une part liées à l'incompétence de votre cour et d'autre part à l'irrecevabilité de l'action publique. Nous sommes heureux que notre pays ait évolué et que je puisse devant vous dire que vous êtes incompétents. Je me souviens, dans les années 60, Maître Nimi, Maïdi Kangimbi, qui était avocat au barreau de Kinshasa, il comparaissait devant une cour militaire. Et dès l'entrée du jeu, il s'est exclamé: Messieurs de la cour, vous êtes incompétents. Et
le président de la Cour, c'était le général Massiala. Et Massiala de dire, vous voyez les histoires que le général Mobutu commence à créer dans ce pays. Même des petits-enfants, des civils, des Bassenzi, sont en train de nous dire que nous sommes incompétents. Il a mis du temps pour se libérer de cet incident, pour faire comprendre qu'il ne s'agit que de l'application des règles de droit en matière de compétences. Ici, moi, je n'ai plus cette peur des années 60. Non seulement je vous dis que vous êtes incompétent, mais je sais le démontrer. Mais commençons d'abord par cet aspect de réquisitoire du ministère public. En un mois, le ministère public a fait de va-et-vient entre le président du Sénat, le président de l'Assemblée et la Haute Cour pour chercher devant qui il devait traduire en justice notre client. Pendant un mois, il a émis 3 réquisitoires, tous contradictoires, confusionnistes, et à la fin de toutes ces observations, il a fabriqué ce que j'appelle des monstres juridiques. Et ces monstres, c'est vous qui allez leur couper la tête. Comment cela? Tantôt, il s'adresse au président des 2 chambres pour obtenir des autorisations. Tantôt, lui-même dit, non, il faudrait plutôt penser au Congrès. Bref, pendant tout ce temps, il a montré qu'il ne savait pas s'il avait affaire à un parlementaire, à un premier ministre en fonction ou à un premier ministre honoraire. Et je ne sais pas si aujourd'hui il le sait. Parce que l'organe de la loi, dans tout ce temps qui s'est écoulé, il est impossible qu'il soit suivi dans un sens ou dans un autre. Comment vous allez suivre un procureur général qui, dans le dossier, a avoué qu'il poursuivait un sénateur, qui, dans le dossier, est allé demander l'autorisation de lever des immunités, et puis, il se retrouve ici avec un client sur base des accusations contre un premier ministre, mais un premier ministre pour lequel il n'a jamais demandé qu'un congrès se réunisse. Donc ici, l'accusé est premier ministre, mais sans avoir jamais eu l'autorisation du congrès. Ici, on a affaire à un sénateur sans avoir jamais levé les autorisations, les immunités. Pardon. Devant ce désordre dû à je ne sais quoi, parce que l'accusation devrait être claire dans sa démarche, au nom des droits de l'accusé. Devant ce désordre, nous avons essayé de réfléchir davantage et nous avons découvert, Monsieur le honorable président, qu'il y a eu des manquements très nombreux. D'abord, au regard de la compétence de votre cour, si on se situe par rapport aux articles 163, 164, 17 alinéa 2, 62 de la Constitution, et puis au regard des articles 101, 102, 103, 105 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Soit 8 exceptions tirées des actes
des violations de la Constitution et de la loi organique. 8 exceptions. Vous pourrez peut-être nous accuser d'un excès de zèle. Pourquoi 8 alors qu'une seule suffit? Mais on ne sait jamais. Les gens de la Cour, surtout les premiers d'entre eux, sont sceptiques. Vous donnez une exception, il la minimise. Vous donnez une deuxième, il la minimise. Même quand c'est 8, ils ne peuvent pas dire la petite valeur reconnue à chaque exception, additionnée ensemble, ça fait une exception qu'on peut déclarer recevable. Mais nous allons nous y essayer. Nous allons nous y essayer, à commencer par l'incompétence. L'article 163 de la Constitution, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, est clair. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans le cas et conditions prévues par la Constitution. J'ai toujours enseigné, il y en a qui savent que je suis enseignant, j'ai toujours enseigné que quand il s'agit d'interpréter, il faut faire confiance aux législateurs. Le législateur, c'est un citoyen qui s'exprime avec le souci d'être compris. Il n'a aucun intérêt à disposer d'un texte obscur, ambigu. Donc, ce qu'il dit, c'est cela qu'il dit. Et pas autre chose. Et nous nous trompons souvent, quand nous voulons comprendre des textes, de chercher l'esprit de la loi. Alors qu'avant l'esprit, il y a la lettre. Et que parfois, la lettre peut en même temps être cet esprit recherché. Imaginons donc notre constituant comme un homme simple, préoccupé d'être compris, et qui dit à ses concitoyens, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Et vous, parce qu'officier du ministère public, vous dites, je ne veux pas comprendre ce qui est écrit, je vais interpréter. Et pourtant, les Romains ont toujours dit, in claribus non interpretandum est. On n'interprète pas ce qui est clair. Où que l'on tourne le regard dans cette salle, et à part l'officier du ministère public, nous ne pouvons voir ici ni président de la République, ni premier ministre. Sauf l'officier du ministère public. S'il ne voyait pas un premier ministre en fonction, on ne serait pas ici. Mais pourquoi il est le seul à avoir un premier ministre, là où le législateur ne l'a pas vu, là où le public ne le voit pas, là où les juges ne le verront pas? Parce que nous faisons bénéficier aux juges de la même présomption que les législateurs. Ils ont intérêt d'être compris, ils s'expriment clairement, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils n'ont pas voulu dire, ils ne le disent pas. En conséquence, sur base de l'article 163 de la Constitution, votre Cour voudra bien se déclarer incompétente à l'égard de l'action publique engagée contre un ancien Premier ministre, en l'occurrence Matata Mboyi. J'ai dit que les juges sont méfiants. Derrière moi, j'ai plus de partisans que devant moi. Derrière moi, ils ont compris. Mais devant moi, il faudra d'abord délibérer. Deuxième exception d'incompétence.